Nous sommes à moins de 4 mois du premier tour des élections présidentielles en France et déjà, il y a plusieurs rebondissements dans cette course, à commencer par la décision du président sortant, François Hollande, de ne pas solliciter un deuxième mandat, ce qui est du jamais vu. S'il y a une chose qu'on a apprise en 2016, c'est que tout, mais vraiment tout est possible en politique. Est-ce que ça va se confirmer une fois de plus en France cette année? J'en discute avec notre invité Frédéric Mérand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Cerium, mordu de politique européenne. Donc, vous, cette année présidentielle en France, c'est comme vos Olympiques à vous, un petit peu. C'est sûr que sur le plan du théâtre politique, à part les élections présidentielles américaines, il y a peu d'élections qui se comparent aux présidentielles françaises. Difficile à battre. Donc, si on faisait le portrait des principaux personnages qui vont s'illustrer ces prochains mois, d'abord au Parti socialiste, qui pourrait remplacer François Hollande comme candidat de la gauche? Alors, dans la primaire socialiste qui se déroule en ce moment, il y a beaucoup de candidats. Ce qui les réunit, c'est que ce sont presque tous des hommes dans la cinquantaine. Et on retrouve essentiellement 4 candidats principaux, 2 positions. Ceux qui sont plutôt à droite, on pourrait dire, du Parti socialiste, sur une tendance plus libérale. Vincent Peillon, candidat ancien ministre de l'Enseignement. Manuel Valls, premier ministre sortant de François Hollande, qui est le favori pour l'instant, pour le premier tour de la primaire. Favori pour le premier tour de la primaire, c'est très important. Face à eux, il y a la gauche du parti. On retrouve Arnaud Montebourg sur une position anti-mondialisation ou démondialisation, comme il le dit lui-même, et Benoît Hamon, qui représente plutôt la tendance de gauche écologiste du Parti socialiste. Pourquoi je dis que Manuel Valls est le favori au premier tour? Parce que c'est lui qui est en avance dans les sondages assez mauvais qui ont été faits jusqu'à maintenant, mais le taux de participation va être faible. Et au deuxième tour, on sait que dans le système français, il y a toujours 2 tours dans toutes les élections. Au deuxième tour, il est possible que tous les autres candidats se liguent contre lui et donc qu'il ne puisse pas obtenir 50% des voix. Ça va être à suivre. Donc, le candidat de la droite, lui, est déjà choisi. C'est François Fillon. C'est le chef, le représentant du Parti des Républicains, qui est l'ancienne UMP, qui a simplement changé de nom. Qu'est-ce qu'on sait de François Fillon, Frédéric Mérand? Alors, on sait que, bon, il a été premier ministre. On sait qu'il se définit lui-même comme un gaulliste. Ça, on ne sait plus trop ce que ça veut dire dans le contexte français. C'est une tradition politique qui date évidemment des années 60. Ce que ça veut dire, c'est un fort attention à l'État. Donc, l'État joue un rôle important. En même temps, Fillon a pris des positions sur le plan économique qui sont très libérales, puisqu'il propose de mettre à pied 500 000 fonctionnaires, d'engranger des réformes libérales très importantes. Et c'est un conservateur social, donc il a beaucoup misé sur le vote catholique et sur aussi le vote anti-islamiste. Donc, jusqu'à maintenant, il n'a pas occupé beaucoup d'espace politique depuis sa nomination comme candidat des Républicains. Donc, il s'est fait plutôt discret, mais évidemment, c'est dans les 4 prochains mois qu'on va voir s'il a l'étoffe d'un véritable candidat à la présidentielle. On va aussi retrouver, bien sûr, Marine Le Pen, la chef du Front national, parti d'extrême droite, même si elle n'aime pas qu'on le qualifie ainsi. Qu'est-ce qu'elle défend au juste, Marine Le Pen? On l'a beaucoup diabolisée. Qu'est-ce qu'elle défend? Bien, justement, ce qui définit Marine Le Pen, en premier lieu, c'est une stratégie de dédiabolisation par rapport à son père, Jean-Marie Le Pen, qui, lui, était véritablement identifié à l'extrême droite, voire certaines formes de fascisme. Ce n'est pas le cas avec Marine Le Pen. Elle essaie beaucoup de recentrer son mouvement en adoptant des positions notamment sur l'homosexualité ou sur le mariage qui sont plus modérées que ne l'était celle de son père. En même temps, ça demeure le Front national, un parti dont le projet principal, c'est un projet anti-immigration. Ils étaient plutôt antisémites dans les années 60-70. Ils sont carrément anti-islamistes aujourd'hui. Donc, son programme principal, c'est ça. C'est aussi la sortie de l'euro, voire de l'Union européenne pour la France. Donc, c'est une droite, on pourrait dire, populiste, ultra-conservatrice et plutôt xénophobe. À travers tout ça, il y a un nouveau joueur qui est en train de se démarquer. Il s'appelle Emmanuel Macron. Son mouvement est baptisé En Marche. On dit qu'il électrise les foules, qu'il est en train de devenir la personnalité politique favorite des Français. Qui est-il? Alors, il y a 2 candidats qui sont un peu des inconnus dans cette campagne. Il y a effectivement, par exemple, Emmanuel Macron, et je vais répondre à votre question, mais il y en a aussi un autre qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est, lui, le candidat d'extrême gauche, qui pourrait faire 10 à 15% des voix.
Ça dépend, pour Mélenchon comme pour Macron, de l'état de santé du Parti socialiste. Si les candidatures sont mauvaises au Parti socialiste, si le taux de participation aux primaires est faible, ça va laisser un champ ouvert à Mélenchon pour les électeurs de gauche ou d'extrême gauche, et à Emmanuel Macron pour les électeurs, disons, de centre ou de centre-gauche. Alors, Emmanuel Macron, c'est essentiellement un libéral. Il se définit comme tel, mais il a été ministre des Finances du gouvernement socialiste de François Hollande, donc il est plutôt au centre-gauche. Il est plutôt très à gauche sur les questions sociétales, donc mariage, culture, immigration, mais plutôt à droite sur les questions économiques, avec un agenda qui est essentiellement favorable à l'entrepreneuriat, à la baisse des taxes sur les sociétés, des impôts, pardon, sur les sociétés. Et effectivement, il représente un peu le candidat non politique, puisqu'il n'a jamais fait partie d'un parti politique, il n'a jamais candidat élu. Hors système. Hors système, n'a jamais été élu. Il a une vie personnelle qui est aussi assez différente de la classe politique française en général. Donc, c'est un peu le trublion, comme Le Monde le disait aujourd'hui dans cette élection. Excellent. Alors, c'est quoi l'humeur de l'électorat français en ce début 2017? On a souvent parlé du fameux marasme économique français, les perspectives d'avenir bouchées pour les jeunes en particulier qui continuent d'ailleurs d'immigrer massivement au Canada. Il y a évidemment les récents attentats terroristes en sol français qui sont un enjeu incontournable. Donc, quelle corde les candidats vont devoir faire vibrer pour se faire élire? Ça va se jouer sur quoi, à votre avis? Bien, tout l'enjeu, c'est justement de cadrer l'élection sur un mode positif ou négatif. La situation est assez paradoxale en France parce que vous avez tout à fait raison de dire que la mentalité ou l'état d'esprit est plutôt pessimiste depuis plusieurs années, d'ailleurs. En même temps, il y a un décalage entre cet état d'esprit et la situation objective qui, sur le plan économique, démographique, ou sociale est tout à fait loin d'être catastrophique. La France a un taux de croissance qui n'est pas incroyable, mais tout à fait raisonnable. Si vous regardez tous les indicateurs, augmentation de la population, pauvreté, inégalité, c'est plutôt un pays qui s'en tire très, très bien dans le G7. Donc, l'enjeu de l'élection, ça va être en partie de définir est-ce que la France va si mal que ça. La plupart des candidats, c'est le cas de François Fillon, c'est le cas de Marine Le Pen, mettent plutôt la carte sur le côté négatif, en disant la France va très, très mal, elle doit se protéger, elle doit retourner à ses vraies valeurs, etc. Donc, Make France Great Again, ça pourrait être la version un peu française de même slogan pas, en fait, Trump. parce que le discours jusqu'à maintenant est tellement pessimiste qu'il s'agit plutôt de se crisper un petit peu sur les traditions. Alors, je ne voudrais pas faire de comparaison avec Donald Trump, mais c'est plutôt Macron qui est le seul actuellement dans le paysage politique qui, lui, a un discours très volontariste, très optimiste, qui dit les choses ne vont pas si mal que ça. Il suffit de déverrouiller, par exemple, le marché du travail pour que les choses aillent encore mieux. Donc ça va être une question très intéressante à suivre, parce que si on fait la comparaison avec d'autres élections ailleurs dans le monde, donc Trump a effectivement gagné avec un discours très pessimiste sur la situation actuelle, mais très volontariste. Justin Trudeau au Canada, lui, a gagné avec un discours très optimiste. En Europe, ce qu'on voit, ce sont surtout des candidats qui mettent l'accent sur le côté négatif des choses. Donc, la France va être un laboratoire intéressant pour cette question. Et toute la question donc du terrorisme, l'accueil des réfugiés également, le démantèlement de la jungle de Calais a fait couler beaucoup d'encre à la fin de 2016. Quel rôle ça joue, ça, dans la campagne? Alors, sur les questions de sécurité à proprement dit, il y a quand même un consensus assez fort en France pour soutenir davantage de sécurité. Donc, tous les candidats n'étaient pas nécessairement d'accord avec l'état d'urgence qui est toujours en vigueur en France, mais en fait, la plupart le sont. En vigueur depuis les attentats du Bataclan. Exactement. C'est sur la question de l'immigration qu'on observe des différences. Donc, à droite, il y avait Alain Juppé qui avait mis l'accent sur l'identité heureuse. Il a perdu. Oui. Et à gauche ou au centre, maintenant, c'est Emmanuel Macron qui a repris un peu le flambeau du candidat qui a une position plutôt ouverte face à la mondialisation, y compris face à l'immigration. Mais sinon, et ce serait le cas aussi de Benoît Hamon au Parti socialiste. Mais sinon, la plupart des candidats sont sur une position plutôt de repli à la fois sécuritaire, mais aussi par rapport à l'immigration. La question, je pense, qui préoccupe un grand nombre d'entre nous, après le Brexit au Royaume-Uni, que peu de gens avaient vu venir après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a également créé la surprise, est-ce qu'une autre surprise pourrait survenir en France cette année? Est-ce qu'il y a des chances que Marine Le Pen soit la prochaine présidente de la France? Alors, sur le plan
politique, oui, mais les institutions rendent une victoire de Marine Le Pen très compliquée. Sur le plan politique, oui, parce qu'elle est créditée de 25 à 30 des intentions de voix, ce qui est quand même considérable. C'est suffisant pour se rendre au deuxième tour, à tout le moins. Fort probablement suffisant pour se rendre au deuxième tour, mais justement, le fait que les élections présidentielles françaises soient constituées de 2 tours fait qu'il est nécessaire pour devenir président de la République d'obtenir 51 plus 1 des voix. Est-ce que Marine Le Pen est capable d'obtenir 51 plus 1 des voix? Actuellement, non, à moins que le candidat en face d'elle, au deuxième tour, soit particulièrement faible. Donc, faible ou incapable de réunir une coalition derrière lui. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'un François Fillon arrivé au deuxième tour avec un programme relativement conservateur à droite soit incapable de convaincre l'électorat centriste ou de gauche de voter pour lui. Ça lui poserait un énorme problème. Ou on peut imaginer un candidat de gauche qui soit très faible, qui ne soit pas perçu comme étant présidentiable et donc qui ne réussisse pas à s'imposer face à Marine Le Pen. Donc ça, ce sont des scénarios qui sont, disons, limites, qui sont loin d'être les plus probables, mais dans un contexte comme celui-là, on pourrait imaginer que Marine Le Pen passe au deuxième tour. Sinon, a priori, elle devrait être au deuxième tour, mais elle ne devrait pas gagner le deuxième tour. Ce serait déjà une grande victoire qu'une candidate d'extrême droite, pour la deuxième fois en 15 ans, soit au deuxième tour des élections présidentielles françaises. Ça en dirait long sur le paysage politique dans ce pays. Et donc, en quelques mots, on peut dire que c'est une course qui devrait être chaudement débattue jusqu'à la fin, brièvement. C'est-à-dire qu'actuellement, si on regarde les sondages, on a l'impression que non. On a l'impression que ça va être Fillon, Le Pen, et puis que c'est un peu réglé. Celui qui pourrait venir brouiller les cartes, c'est vraiment Emmanuel Macron. On imagine assez mal que les candidats actuellement dans la primaire socialiste soient capables d'obtenir plus que 15 des voix au premier tour et donc soient en mesure de figurer au deuxième. Ils sont plutôt en train de se positionner pour savoir qui sera le leader du Parti socialiste s'il en reste un dans 6 mois. Celui qui pourrait brouiller les cartes, c'est vraiment Emmanuel Macron qui, s'il réussit à miser sur sa popularité qui est réelle actuellement dans l'opinion française, pourrait brouiller les cartes au deuxième tour. Donc, c'est vraiment lui qui va être le personnage à suivre ces prochains mois. Oui. Merci beaucoup, Frédéric Mérand, pour cet éclairage passionnant. Vraiment, vous nous donnez encore plus envie de suivre cette élection de près. Merci d'avoir été là. Merci, Noémie, et bienvenue à Planète Terre. Merci.